Alors, pour cette deuxième table ronde, je demande à Kevin du lycée François Marty, à Inès et Alexia du lycée Larocque et à Nathan du lycée Lacazotte de venir nous rejoindre. J'invite aussi Monsieur Bernat à nous rejoindre. S'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, du coup, Monsieur Bernat, vous êtes coopérateur dans l'âme, producteur d'eau de viande et d'eau lait. Vous nous témoignerez de la nécessité de votre engagement au sein de la coopération et de l'importance de l'engagement à travers celle-ci. Voilà. Du coup, je vais demander à Nathan, vous allez ouvrir le bal, et du coup, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Nathan. Je vais représenter ma classe de Emma à métier agricole. Nous sommes des apprentis qui effectuons notre apprentissage dans différents types d'élevage, des régions de l'Hérault et du Tarn. Nos types de production du plus au moyen important, ça va en premier de Haut-Vanillé, en deuxième du Bovin-Viande et en troisième du Bovin-Viande. Nous complétons l'élevage avec de la production céréalière, blé, maïs, orge, triticale, seigle, etc. Production qui est destinée en premier à l'alimentation du troupeau, en deuxième à la vente, et en troisième à la recemer. Notre point de vue sur la question, pour nous, dans la majorité qui sont les futurs éleveurs, nous sommes optimistes et croyons que c'est un métier d'avenir pour les raisons suivantes. En premier, les départements où nous sommes sont adaptés parce que on a des communautés qui sont plus favorables, une bonne pasture et des terrains qui sont mixtes, qui puissent aller d'une plaine à des terrains qui sont pentus du travers, etc. En deuxième, une installation en GAEC pour favoriser l'entraide entre les agriculteurs qui sont associés. La qualité de vie, vie de famille plutôt confortable. Moins d'astreinte, se dégage du temps pour soi aussi. Et en plus de la CUMA, pour diminuer les charges au niveau du matériel agricole, le CUMA du style charrue, c'est moins cher quand s'il y a plusieurs dessus. Notre conclusion, c'est pour nous être paysans, n'est pas une question d'argent, mais c'est avant c'est avant toute une passion et c'est une raison de vivre aussi. Du coup, je vais donner la parole à Kevin. On a un PowerPoint à faire passer. Est-ce qu'on est bon, monsieur le Perfard? C'est bon. Vous le faites pas passer? Ah, parce qu'on l'a là. On lui derrière. Du coup, on le fait pas passer? Non, excusez-moi. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Kevin. Et comme Sophie l'a dit, je suis en BTS Axe à l'Institut François Marty. Donc on est une petite classe, mais tous des projets différents. Et donc on s'est penché sur la problématique de l'éleveur de demain. On a essayé de l'aborder sous plusieurs angles, notamment les 5 piliers qu'on a décidé d'établir comme les piliers principaux, donc la vivabilité, la viabilité, l'environnement, on a parlé de transmission un peu, et beaucoup de communication. Donc pour nous, le métier d'éleveur de demain, c'est un métier où on travaille ensemble, donc par le biais d'associations, par le biais de salariat. On peut déléguer. Pour nous, le métier d'éleveur de demain, c'est un éleveur qui délègue. On trouve qu'il faut moderniser pour gagner du temps et faciliter la vie de l'éleveur. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être animal, mais on pense qu'avant qu'il y ait le bien-être animal, il faut le bien-être de l'éleveur. On a parlé
Bon, je reviens sur la communication. Donc, il faut que demain, l'éleveur communique sur les qualités environnementaux de l'agriculture, l'image du métier ou la qualité des produits également. Voilà. Merci. Merci. La parole à Alexia et Inès. Alors vous avez imaginé l'agricultrice de demain. On vous donne la parole. Bonjour à tous. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Nous avons donc débuté notre travail par un sondage auprès de nos 2 classes de BTS Production Animale, soit 44 étudiants présents, à la question « Comment voyez-vous le métier d'éleveur demain ?» Nous nous sommes positionnés physiquement sur 3 smileys. Donc le premier était très souriant et a attiré 6 étudiants. Le deuxième, peu souriant, a remporté 37 voix. Et le sixième, qui était plutôt triste, avec 6 personnes. Notre groupe est donc déjà partagé sur l'avenir du métier. Nous allons développer tous les arguments décrivant le portrait de Lola, étudiante en BTSPA à la Roque. Lola, jeune femme de 20 ans, originaire de l'Aubrac, est en 2e année de BTS Production Animale. Aujourd'hui, c'est vendredi, il est 17h. Loïc, son oncle, doit s'absenter durant la soirée, mais sans crainte, car il peut compter sur Lola qui viendra le remplacer. Depuis son plus jeune âge, Lola veut devenir agricultrice. C'est Loïc qui lui a transmis la passion de l'agriculture et de l'élevage. Quand Lola aura fini ses études et qu'elle sera allée voir durant quelques années si l'herbe est plus verte ailleurs, il vaudrait s'associer ensemble. Loïc est content, mais il a des craintes. Pour l'avenir de sa nièce, au regard du contexte actuel, des cours des matières premières, et est-ce qu'ils vont s'entendre? Il espère aussi qu'il ne va rien lui arriver, car le matériel, les animaux, c'est dangereux. Lola, de son côté, a ses propres craintes. Un métier plein d'aléas, climatiques, économiques, les remarques malveillantes des voisins, va-t-elle y arriver? Faut-elle encore qu'elle prouve sa légitimité en tant que jeune, en tant que femme? Et puis, ne ferait-elle pas mieux de faire autre chose pour avoir plus de temps libre et un salaire plus sûr? Et ce parcours à l'installation, plus qu'un parcours, un vrai marathon administratif. Puis, elle respire un grand coup, chasse toutes ses craintes et se rappelle qu'ils ont prévu de s'organiser pour avoir un week-end sur 2 et qu'en journée, surtout en hiver, elle peut être libre. Que c'est un métier valorisant et nécessaire parce qu'il nous fait manger. Que l'éleveur est un acteur incontournable du territoire parce qu'il l'entretient, le conserve. Que les femmes n'ont pas leur place à faire parce qu'elles ont toujours été là finalement. Les conjointes collaboratrices d'hier sont les agricultrices d'aujourd'hui. Au lieu de voir un métier plein d'aléas, elle se dit finalement que c'est un métier d'adaptation, de compromis, et que, même si Loïc n'ose pas le dire, la conjoncture est parfois positive. Bref, Lola va mettre ses bottes, soigner les vaches, qui seront peut-être un jour les siennes, et puis elle ira se renseigner, se former pour construire un système qui lui corresponde. On a Adrien qui nous a rejoint. On vous écoute. Bonjour. Alors nous, avec le groupe classe, on a essayé de répondre à la question le métier d'éleveur de demain, comment on le voit. Donc, selon nos points de vue. Pour nous, le métier d'éleveur de demain aura 2 évolutions différentes. Nous allons commencer par notre vision plutôt positive de l'avenir du métier. Nous espérons que l'élevage de demain ce sera basé sur la protection de la nature et les qualités des produits. Pour cela, nous voyons des fermes à taille humaine qui privilégient le plein air, donc vers une agriculture extensive et raisonnée, ayant pour but de produire moins mais produits de qualité, en espérant que la demande le permette. De plus, les charges doivent être minimisées, autant sur l'alimentation que sur la gestion du troupeau. Il faudra donc éviter un maximum les traitements tels que les antibiotiques, les hormones, les insectes parasitaires, etc. Il faudra prendre en compte aussi les attentes sociétales telles que le bien-être animal, les normes phytosanitaires. La solution peut être de revenir à des races plus rustiques, par exemple. Tout cela est donc en lien avec les 2 axes primaires qui sont de préserver la nature et produire de la qualité. Mais cela demande certainement une main-d'œuvre plus élevée ou du moins une gestion plus pointue de l'élevage
notamment si les fermes développent la vente directe ou autre. Pour autant, la demande des éleveurs actuellement est un peu différente. Cela nous ramène au sujet de la pénibilité du travail et au nombre d'heures importantes que fournissent les éleveurs et qui est un facteur essentiel sur lequel les éleveurs et les futurs éleveurs souhaitent faire évoluer. Pour cela, on suppose donc que les éleveurs ont fait évoluer l'exploitation sur des groupements tels que des GAEC, tout en jouant avec les avancées technologiques telles que les robots de traite, les robots de distribution ou encore le paillage, le raclage. Cela dégagerait du temps libre. Dans ce cas de figure, les exploitations seront donc de plus en plus grosses avec des capitaux très importants, une production élevée avec une qualité moindre, mais qui sera moins chère pour le consommateur. Les animaux seront certainement toujours en bâtiment pour faciliter le travail et la gestion. Cependant, cela peut avoir un point positif avec des troupeaux importants. Avoir de la méthanisation pourrait être exploitée et même démocratisée au prix du gaz d'aujourd'hui. Les exploitations auront donc une grande variété dans la taille et donc un effectif important, entre grandes fermes de type industriel, nos petits éleveurs qui sont tournés vers le plein air, la vente directe. Cependant, l'aspect des énergies vertes telles que le solaire, l'éolien ou encore la méthanisation devrait être de plus en plus présente dans les années à venir, quel que soit le type d'évolution. Du coup, pour résumer, il y a des points positifs à prendre dans les deux modes d'élevage. Il nous faudrait simplement trouver le juste milieu et baser nos productions sur la demande sociétale, la protection de la nature, mais aussi bâtir une exploitation sur les trois piliers de développement durable, c'est-à-dire une exploitation viable, vivable et équitable. C'est le sujet qui vous a particulièrement inspiré parce que vous avez amené chacun votre vision. Je vois aussi, monsieur Kursel, que ça vous a fait aussi réagir. Alors, on a dit qu'on poserait des questions pour commencer aux agriculteurs, mais je vois qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir. Du coup, si vous voulez vous exprimer par ça, vous pouvez après. Je trouve que c'est très très intéressant. J'ai beaucoup apprécié le portrait là, de Lola, Lola et Loïc, en fait, la nièce et l'oncle, en fait, finalement, qui donne à voir que dans la construction d'un projet, ce projet, ça peut être aussi celui d'un oncle et de sa nièce. C'est pas forcément dans un cadre familial le père ou le fils, ça peut être aussi l'oncle et la nièce, et ça je trouve que ça donne à voir finalement une diversité de trajectoires, on l'avait abordé tout à l'heure, mais finalement en creux de tout ce qui se dit, c'est que même dans une petite classe, vous avez tous des projets différents. C'est peut-être ça aussi l'agriculture de demain, que d'être incarné non seulement par des projets de type patrimonial, des projets de type artisanaux, de type commerciaux, bref. On voit bien que l'agriculture, ça va être une diversité, je reviendrai là-dessus aussi cet après-midi, de projets. La question qui se pose à nous, c'est de savoir comment justement embarquer tout le monde à l'échelle d'un même territoire avec l'ensemble de ces projets. Mais je pense que les territoires sont là aussi, puis vous incarnez un territoire qui est en capacité, et vous l'avez montré à travers l'histoire, de porter une diversité de projets sans être forcément dans la caricature ou l'opposition. Et je trouve que c'est quand même intéressant de voir finalement que vous imaginez une agriculture plurielle, et pas forcément une agriculture qui correspond à un moule, qui correspond, allez, on va utiliser un gros mot, un modèle d'exploitation. Et je trouve que ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que vous avez tous envie quand même de transformer les choses. Voilà, transformer parce que vous avez quand même conscience qu'il y a de nouvelles attentes, et qu'il va falloir répondre aussi à ces nouvelles attentes. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que même, finalement, vous allez au-delà de la question de la passion, parce que vous dites c'est un métier passion, mais c'est un métier dont on veut vivre. Parce que la passion, elle ne suffit pas non plus. C'est un métier dans lequel on a envie, du moins, qui doit nous permettre aussi de se dégager du temps. Et je trouve intéressant que vous disiez finalement, c'est en s'organisant qu'on va se libérer. C'est l'un d'entre vous qui a dit ça. Et je trouve que, on voit bien que, en fait, vous avez envie de faire ensemble. Et la question qui se pose, ou alors de faire, parce que là aussi, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, un éleveur, c'est pas forcément un éleveur à la papa, c'est pas forcément un père de famille, quelqu'un qui va à la traite, qui monte sur le tracteur, c'est aussi quelqu'un qui va déléguer, comme un chef d'entreprise dans le secteur industriel et commercial va déléguer. Et je trouve intéressant, et on rebondira là-dessus, finalement, on voit que les contours du métier sont en reconstruction, en redéfinition. Merci. Monsieur Zala, monsieur Bernat, ces jeunes vous ont donné leur vision de demain. Moi, j'aimerais savoir quelle est la vôtre. Déjà, je voudrais remercier tous ces témoignages. C'est vraiment très intéressant de voir à la fois la diversité des témoignages et puis à la fois les focus qu'ils font sur les
les aspects du métier. Après, donc moi ça fait quelques années que je suis installé. Je pense que vous êtes concentré sur votre métier, votre ferme, votre exploitation, ce qui se passe dans l'entreprise ou dans l'entreprise que vous aurez à gérer. On vit dans un contexte et dans une société et que je pense que l'agriculteur est d'abord un acteur de la société au sens large parce qu'on nourrit la société, mais aussi au sens de tous les jours ou petitement. Et il est de mon point de vue très important que vous soyez des agriculteurs engagés. Alors que ce soit engagé comme Aurélien dans le syndicat pour défendre votre voix en tant qu'agriculteur. Moi je suis engagé, j'ai fait le choix de m'engager dans une coopérative pour être, j'ai du capital social en tant que l'exploitation du capital social dans la coopérative et je porte la voix de mes collègues dans la coopérative pour être acteur de l'économie locale. Parce que c'est le magasin qui est juste à côté qui vend les semences, c'est le commerçant qui vient importer la semence, c'est les personnes à qui je vends des agneaux, c'est la construction de filières aussi. Des filières de qualité, elles se font avec... on n'arrive pas à construire des filières de qualité comme le Roquefort ou comme les labels rouges qu'on a dans le département qui font la vraie richesse du département, parce qu'au niveau agronomique, le département, s'il n'y avait pas ces filières-là, on n'aurait pas ce nombre d'agriculteurs et toute cette économie-là. Donc je vous engage, il faut être d'abord focus sur ce que le modèle économique, ce que vous avez parlé les uns et les autres sur la façon dont vous envisagez le métier, mais n'oubliez pas les aspects sociaux. Alors, à la ferme, c'est-à-dire comment des choses toutes bêtes, c'est quand est-ce que j'aurai le temps de m'occuper de ma famille. Ça c'est valable pour les garçons comme pour les filles. C'est souvent une préoccupation, une priorité qu'ont les filles. Et c'est bien aussi d'avoir ce recul-là pour envisager de l'organisation du travail au quotidien. Et c'est aussi comment je m'engage pour que sur la commune on arrive à vivre ensemble, comment je m'engage auprès de la coopérative, au lycée. Enfin, il y a différentes sortes d'engagements qui sont essentiels, mais vraiment essentiels au bon fonctionnement de toutes nos organisations. On a discuté juste avant, je finirai là-dessus, juste avant la conférence là, c'est qu'en fait, on a la chance d'avoir la chambre de culture, enfin, on a tout un tas d'organisations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et on a besoin de votre voix. Parce qu'en fait, ça ne marche pas, ces institutions-là, si ces organisations-là ne fonctionnent pas, s'il n'y a pas des agriculteurs qui s'emparent du sujet. Après, c'est une question de choix aussi, c'est que si on veut une agriculture qui est menée, capitalisée et propriétaires, peut-être M. Puxel en parlera tout à l'heure, complètement intégrés par des distributeurs ou par des industriels, mais il ne faut pas s'engager. Voilà. Moins les agriculteurs s'engageront, plus on aura une agriculture qui sera déléguée ou intégrée par des industriels. Parce que l'économie, c'est une réalité économique derrière. Et quelque part, c'est un tracteur. Oui, c'est être acteur. Il faut être acteur. Bon, la priorité, c'est quand même, quand on s'installe, d'arriver à générer un revenu sur la ferme et être bien une exploitation vivable et viable. Les deux sont importants, mais aussi importants l'un que l'autre. Mais pour être viable et vivable, de façon collective, eh bien, il faut que les agriculteurs consacrent un peu de temps aux différentes organisations qui gravitent, qui font tourner un peu la machine. Parce qu'en fait, sans la chambre d'agriculture, sans le lycée, sans toutes les organisations qu'on a la chance d'avoir en France, parce que c'est des choses qui, dans d'autres pays, dans d'autres contextes, n'existent pas. Donc il faut être conscient de ça et accepter de donner un peu d'énergie, comme s'engager dans l'association du village. Mais c'est un bon retour sur l'investissement quelque part. Exactement. C'est donner un peu, exactement. Merci Monsieur Bernat. Monsieur Jala, est-ce qu'on peut avoir votre vision? Ouais, je rejoins entièrement Gilles. Juste dire, l'agriculteur, une agricultrice aujourd'hui, c'est avant tout des femmes et des hommes et de votre génération. Et vous avez les mêmes envies, les mêmes préoccupations que tous les jeunes de votre génération. Et c'est normal.
Si demain vous choisissez le métier d'agriculteur, n'oubliez pas, je fais une croix sur tout ce qu'aiment faire les autres jeunes de mon âge. Vous pouvez continuer à avoir une vie. Certes, il faut une organisation, il faut y réfléchir. On rejoint François, on passe en mode chef d'entreprise un petit peu, dans le sens du terme. Mais c'est pas parce que vous choisissez le métier d'agriculteur ou d'agricultrice que vous faites une croix sur votre famille, sur votre vie associative, sur votre vie sportive. Au contraire, moi je vous encourage dans vos démarches à garder une vie proactive autour. Ça va vous permettre de vous organiser et de pas vous enfermer. Et après, bien sûr, je rejoins Gilles, où bien sûr l'engagement demain il est primordial. Mais à tous les niveaux, communal, territorial, dans vos corps, dans vos organisations professionnelles, mais dans les organisations politiques aussi, de votre commune, de votre village, parce qu'il faut faire entendre nos voix sur ce plan-là aussi. Voilà. Merci. Monsieur Pursac. Oui, juste pour rebondir, je pense que tous les métiers sont sous contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier de toute façon dans lequel il y aurait des contraintes plus ou moins fortes. Enfin, il y a des contraintes dans tous les métiers. Un enseignant a des contraintes dans son vécu, dans la façon de s'organiser. Un médecin, c'est pareil. Donc finalement, il faut aussi se départir de cette idée que l'agriculture serait peut-être aussi le seul secteur sous contrainte. Je pense qu'on a aussi, dans ce secteur-là, il faut le rappeler, des organisations qui permettent aussi aux agriculteurs de ne pas s'enfermer. Et ça aussi, c'est important de rappeler que finalement, l'agriculture, c'est pas un enfermement. C'est aussi l'un des rares secteurs à disposer d'organisations qui maillent le territoire. Et ces organisations sont des organisations dans lesquelles, en fait, on a des acteurs qui sont appelés à s'engager. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il n'y a pas beaucoup de professions qui permettent ça. Il n'y a pas beaucoup de professions, même en zone rurale, qui sont dotées d'autant d'organisations qui permettent justement de prendre l'air, qui permettent non seulement de rencontrer des potes du lycée avec qui on partage le même métier, qui permettent aussi d'apprendre des choses, qui permettent parfois même de voyager, qui permettent en fait finalement de s'enrichir. Et ça, on n'y pense pas, mais l'agriculture est le rare secteur de l'économie française à être doté, à être outillé justement d'organisations qui permettent non pas l'enfermement mais l'ouverture. Merci. Moi j'ai une autre question. Alors, on a eu une vision assez positive du métier d'éleveur d'agriculteur de demain. Mais parfois, on a des agriculteurs qui sont inquiets sur l'avenir. Est-ce que vous l'êtes, monsieur Bernat? Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet? Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là? Là, oui, en ce moment, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que la grande Angéline, je suis inquiet parce que des raisons d'inquiétude, on a des tas, en fait, tous les jours, même. En fait, il faut aussi prendre un pas de recul, c'est hyper important dans le métier. On a la chance, nous, d'être dans un territoire où on est protégé des lois du marché internationaux. Moi, je suis producteur de lait pour l'AOC Roquefort. Il y a une contrainte l'AOC. Bon, c'est un produit de qualité, mais derrière, il y a une stabilité du revenu. Alors, oui, là, on est dans un contexte vraiment difficile. Après, je ne vois pas l'avenir du territoire sans agriculture, de notre territoire sans agriculture. Donc je suis pas inquiet pour ça. Après, c'est le métier, on est obligé. On a toujours évolué. Je suis sur la ferme de mes grands-parents et mon grand-père faisait le même métier que moi, mais en effet pas du tout pareil. Alors pas du tout. Et la disponibilité que je m'accorde, le fait d'aller. Pourquoi on parle de temps libre et tout? C'est parce qu'autour de nous aussi, les autres métiers que l'agriculture, on parle du travail à 35 heures, quand là, tous on parle de 60 heures par semaine, de travailler le week-end et tout. Voilà, il faut qu'on évolue avec notre temps et qu'on soit pas déphasé. De même dans l'efficacité, de la productivité, le mot qui fâche, de la productivité d'inexactif. C'est quelque chose qui a, en 30 ou 40 ans, il y a peu de secteurs d'activité. Regardez dans l'industrie, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où la productivité de l'homme a été multipliée par 10? Mon grand-père faisait vivre sa famille avec 50 brebis. Actuellement, si tu n'as pas 250-300 brebis laitières pour faire vivre une personne, tu n'y arrives pas. Et la quantité de lait par brebis, c'est pareil.
Donc si on ramène ça au litre de lait, c'est juste énorme. Merci. Moi, je viens là. Non, juste, être inquiet, ça dépend de la nature de chacun. En fait, moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez inquiet, ouais, mais souvent pour des détails d'ailleurs. Être inquiet, c'est pas grave, c'est juste, il faut pas être paralysé. C'est tout, on peut avoir des inquiétudes, mais c'est pas grave, il faut pas être paralysé, il faut avancer, il faut évoluer. Et le contact des autres, notamment pour moi en tout cas personnellement, hein, le contact des autres, la communication avec les autres, dissipe souvent mes doutes et mes inquiétudes, quoi. Tout simple dans le travail au quotidien. Bon, mais moi je vois, j'ai une salariée qui a à peu près votre âge. Quand j'ai des doutes, je lui dis qu'est-ce que t'en penses de ça, il dit ce qu'il pense, et puis on voit quoi. Quand j'ai besoin du conseil de mon père, j'appelle, je dis je crois que je fais ça. Et tac, puis le doute est dissipé, et puis on avance quoi. Et dans les projets de l'exploitation, c'est un petit peu pareil. Des fois il faut avoir des idées, réfléchir, douter, c'est normal. Et puis avancer ou pas, c'est pas grave, l'inquiétude c'est pas grave, il faut évoluer, voilà, rebondir, évoluer, être inquiet c'est pas grave. Si c'était grave, je serais très inquiet pour moi alors. Alors j'ai une dernière question, qui est plutôt pour vous, monsieur Bernat. Je vais vous demander, vous allez repartir, on va repartir quand vous êtes installé, c'était en 2008, si je ne me trompe pas, c'est ça. Non ? Voilà. On est aujourd'hui. Demain, comment vous vous voyez ? Demain ? Ouais. Demain, dans 10 ans, comment vous vous voyez ? Comment vous voyez votre ferme ? Est-ce qu'il y aura eu des changements notables ? Comment ? Alors les changements notables, moi j'ai fait le choix de m'installer en GAEC pour des questions de qualité de vie, de partage des décisions. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de décisions à prendre dans une ferme, il faut qu'on sache faire plein de choses, et le fait d'être plusieurs, ça permet d'avoir une spécialisation, d'être beaucoup plus à l'aise. Les évolutions sur Martin ont fait que ces choses peuvent changer, donc j'essaye de retomber sur mes pieds et de retrouver un équilibre qui corresponde. Après la projection à 10 ans, je ne l'ai pas vraiment en tête, je serai encore agriculteur. Avec l'expérience que j'ai beaucoup sur la première conférence là, il était parlé de la façon de communiquer et tout. En fait, c'est des choses quand on est jeune, on a le projet d'installation en tête, c'est des chiffres. C'est hyper important les chiffres, c'est vraiment très important. Mais alors, l'humain, c'est encore plus important. Et ça, quand on a 20 ans, on s'en rend pas compte. C'est ouais, de toute façon, c'est facile, je vais travailler avec papa et maman. En fait, et les problèmes de communication avec papa et maman, c'est les mêmes que. C'est pas la maison, quoi, c'est le boulot. Donc il faut. Qui décide, qui fait quoi, comment, quelle est ta place. Dans un GAEC, on est à égalité, donc il faut arriver à partager. Donc la projection, pour éviter de faire des digressions, la projection à 10 ans, c'est arriver à retrouver un équilibre avec donc on a un salarié maintenant, avec un salarié qui soit bien à sa botte, avec ma femme qui est en train de s'installer, qui arrive à trouver sa place, retrouver un équilibre, les uns et les autres. En fait, on n'a pas des objectifs, je ne fixe pas des objectifs de quantité de lait, de machin, c'est arriver à vivre, c'est vivable, viable. C'est ça qui est important. Merci. Monsieur Pepsang, est-ce que vous voulez conclure tous ces échanges ? C'est difficile de conclure, et puis j'avais dit tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que la profession agricole n'échappe pas à ce qu'on va appeler l'ère des incertitudes. Mais quelles sont les professions aujourd'hui en France qui ne sont pas incertaines de leur avenir ? Moi, j'en connais pas, hein. Moi je suis incertain aussi autour de ma profession, de la façon dont je vais travailler demain. Donc je pense qu'il faut quand même intégrer le fait que l'agriculture n'échappe pas à ça. Alors c'est vrai que on avait peut-être une direction qui était davantage mieux tracée il y a une vingtaine d'années. Il y avait des objectifs qui étaient peut-être plus clairs sur le plan politique, sur le plan professionnel, mais finalement il faut quand même admettre que toutes les professions à un moment donné sont marquées du sceau de l'incertitude. Bon. Et alors, ce qui est très intéressant, et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, l'idée d'imaginer ce que pourrait être stratégiquement mon avenir, ça me paraît important. C'est-à-dire être en capacité d'essayer de construire, même collectivement, pourquoi pas, une feuille de route
Ça, c'est quelque chose d'important au moment où on décide de rentrer dans la profession parce que finalement, ça peut rassurer. Mais les incertitudes, il ne faut pas non plus, comme la question des contraintes, s'enfermer là-dedans ou ne considérer que l'agriculture n'est que contrainte et que l'agriculture n'est qu'incertitude. Je pense que l'agriculture, elle est comme les autres secteurs de l'activité économique, elle est marquée par des situations plus ou moins difficiles par moment, mais il y a des situations quand même très favorables aujourd'hui dans certains secteurs. Il n'y a jamais eu un prix du lait en vache laitière, par exemple, aussi haut. En porc, les cours sont quand même très très élevés aujourd'hui, malgré un contexte géopolitique qui est tendu. Voilà, je pense qu'il faut admettre que l'agriculture finalement est un métier comme les autres et que voilà, il peut être affecté par des moments de doute, du moins le professionnel peut être affecté par des moments de doute. Mais comme on le soulignait tout à l'heure, il y a des organisations, et ça je retiens aussi une chose tout à l'heure qui a été évoquée, on n'en a pas trop parlé, c'est cette quête de solutions. De solutions peut-être numériques, de solutions autour de la robotique pour finalement être un peu comme les autres, il faut être doté d'outils. Et là, c'est peut-être un appel aussi aux organisations que d'arriver à mettre sur pied des outils qui vont être à un moment donné saisis par de nouvelles générations. Merci. Monsieur Purcell, c'est vrai que vous parliez de robotisation. Moi, c'est vrai que quand on préparait cette table ronde, je m'attendais à ce que vous imaginiez des agriculteurs qui soient pas robotisés, mais avec beaucoup de nouvelles technologies. Vous nous avez amené votre point de vue. On a parlé à un moment donné de qualité de vie et c'est le sujet de la dernière table ronde. Merci messieurs, merci les étudiants.